Le Morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Moussa Moïsila, Aboubacar Diallo, Moussa Yeroba, Zachary Milimono, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Jusqu'à 10h30, les GG sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Tous les soirs, à partir de 22h, vous avez rendez-vous avec cette équipe, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Notre but, l'émission disponible sur Espace TV, je le disais tantôt, la télé Espace TV disponible en Guinée chez Solitaire. Au ministre des GG, on s'intéresse à l'actualité. Un deuxième bureau de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat à Matoto. Il a été mis en place par des acteurs, ces réclamants des 4 entités consulaires. Un bureau mis en place parallèlement à un autre issu d'élection. Mais que justifie la mise en place de ce bureau? Alpha Amadou Bari, président de ce deuxième bureau, nous allons l'avoir ce matin chez les GG. Rien ne va plus, on le sait très bien, à la Soutelgui. Les travailleurs de cette société réclament 10 mois d'arriérés de salaire. Et pendant ce temps, le ministre Oye Guilavegui et son équipe s'activent, dit-on, pour la mise en œuvre du plan social. Comment sortir de l'impasse? C'est la question posée ce matin par Dib, monsieur Sidafa Touré, ingénieur télécom et personne ressource du côté de la Soutelgui. Il va intervenir dans notre émission. La Guinée qui ambitionne d'organiser l'une des CAN de 2019 ou de 2021. Le pays a reçu récemment les inspecteurs de la CAF en dépit de l'insuffisance des infrastructures sportives. Volonté politique aidant, le pays veut croire à ses chances en attendant le développement du sport à la base. Pour de meilleures performances à l'échelle du continent demeure un grand défi à relever pour les dirigeants sportifs. Quel est l'état des lieux? Et bien, quel est le plan d'action 100 jours, jour pour jour? Domani Doré, ministre des Sports, elle est notre invitée ce matin. Nous allons la voir donc dans la deuxième partie, souvent dans la première partie de l'émission. Djibril, bonjour. Bonjour Lamine. Bonjour à vous Moussa Moïsila. Bonjour. Bonjour mon cher Tamba. Bonjour Lamine. Bonjour Aboubacar Diallo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez, bienvenue, on s'intéresse à l'actualité. Emploi jeune. Allez, voilà, la démagogie ça commence. Offensive du ministre Naïté aux États-Unis et en Asie, Moussa Moïsila. Oui, bon. Tamba, il a formulé ça d'une manière assez peu catholique quand même. Hein, quand même, c'est le patron des sujets à bosser. Je souhaiterais quand même dire que il s'agit d'un petit résumé sur le printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. C'est mieux comme ça. Voilà, la délégation guinéenne, c'était une mission commando, puisque elle avait quand même à sa tête le ministre d'État de l'économie et des finances, Mohamed Diarra. Il y avait Moustapha Naïté, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune. Il y avait également le ministre délégué au budget. Il y avait beaucoup de ministres, le ministre de l'énergie notamment. Il y avait une dame, le ministre de l'Environnement, du beau monde. C'était pour défendre un peu les opportunités d'investissement dans notre pays et également renouer le contact avec ces institutions de Bretton Woods. Donc partout, dans toutes les rencontres qui se sont déroulées, on a d'abord fait l'état d'Ebola parce que vous vous rendez bien compte que à l'extérieur du pays, il y a énormément d'inquiétudes. Il y a une psychose. Les télévisions internationales, chacun essaye, souvent on extrapole. La réalité, des fois, elle est assez. Les faits sont des fois, ce que l'on dit est assez décalé des réalités très souvent. Donc, le ministre et sa délégation essayaient de donner plus de confiance aux partenaires afin de leur dire que la situation. Alors, la touche Naïté, c'est quoi exactement? La touche Naïté, c'est qu'il s'est retrouvé au milieu. Avec les banquiers. Au milieu de financiers, au milieu, dans un monde où on parle économie, mais où tout est centré sur la question de développement et qui passe nécessairement par la création de l'emploi. On estime qu'en Afrique, il y a 11 millions de jeunes qui chaque année... Parce que ça m'a étonné quand même, Moussa Moïse, parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'un ministre de la jeunesse? Non, c'est important parce qu'on ne peut pas parler. Les économistes disent que l'Afrique a une croissance aux alentours de 5% cette année, mais ça n'explique pas, ça ne peut pas, il n'y a pas d'impact sur le niveau de développement des citoyens. Pourquoi? Parce que cette croissance, elle n'est pas inclusive. Et pour qu'elle soit inclusive, il faudrait qu'il y ait la création d'emplois pour les jeunes. Alors, cette question, elle était centrale. Donc, sa présence à ces différentes réunions, elle est bien importante parce que
de là, ça lui permet de créer des opportunités de création, des opportunités d'emploi dans notre pays, mais également d'avoir des partenaires qui pourront éventuellement venir investir dans notre pays. Donc c'est une offensive de charme, ça permet de défendre les intérêts du pays, et de ce côté, on a... C'est qu'il y a une première, hein, quelque part, hein, en tout cas, à ce que je sache, parce que j'ai vu un petit peu les choses... C'est une première parce qu'il avait déjà mis des jalons au niveau de son ministère. Il y a beaucoup de projets en vue. Il y a des projets qui concernent les filets sociaux productifs, par exemple, qui est en cours. Il y a un autre projet qui concerne la formation des jeunes qui vont être formés en fonction du profil recherché par les entreprises, de telle sorte qu'il y ait adéquation entre la formation et les besoins du marché de l'emploi. Et quand on parle de questions emploi, on parle de questions mondiales. Cette inquiétude, elle est partagée par tous les pays au monde. C'est pas parce qu'un pays a un taux de croissance élevé que ce pays résout forcément la question de l'emploi. Pas du tout. On peut avoir un taux de croissance élevé, mais si on ne crée pas les conditions qu'il faut pour que les jeunes puissent avoir de l'emploi, le développement ne sera pas réel. C'est pourquoi le Sri Lanka, c'est quand même une grande île à 65 000 si je ne me trompe pas, qui se trouve dans l'océan Indien, je ne me trompe pas d'ailleurs, et c'est aller au Sri Lanka pour aller chercher les opportunités, s'inspirer du modèle de développement sri-lankais pour pouvoir refaire ce modèle du côté de notre pays. C'est assez loin certes, mais quand on parle d'emploi jeune, il n'y a pas de frontières pour pouvoir aller partout dans le monde. Donc au niveau du Sri Lanka, il y a eu des partenaires indiens qui sont intéressés à venir investir en Guinée, des partenaires qui évoluent dans le secteur de l'énergie, qui évoluent dans le secteur manufacturier, qui également s'intéresse beaucoup à la Guinée. Le Sri Lanka a quand même connu 25 années de guerre civile, il y a eu 70 000 morts, mais quand vous regardez le... Ça ressemble un petit peu à la Turquie. Oui, mais quand vous regardez le niveau de développement de ce pays est en voie de développement, mais à une vitesse assez impressionnante. Il y a les grandes marques, les grandes firmes internationales qui y sont représentées. Il y a... Qui est-ce que vous avez rencontré du côté de Sri Lanka? C'est des hommes d'affaires? C'est des investisseurs. D'accord. Parce que vous allez me dire, qu'est-ce qu'un ministre de la jeunesse a à faire avec des investisseurs? C'est parce que la question de l'emploi jeune... Attendez, on n'est pas bête quand même. Hein, voilà, aujourd'hui, c'est comme un peu le Ronaldo du gouvernement. Voilà, il est au milieu. La question de l'emploi jeune, c'est une question assez... C'est un secteur transversal. C'est-à-dire que tous les ministères s'y retrouvent parce que cette question est primordiale. De cette question dépend un peu la stabilité du pays, dépend un peu tout ce que nous voulons comme développement dans ce pays. Donc il y a eu des investisseurs, il y a eu des opportunités d'emploi peut-être au niveau de la Guinée dans le cadre du secteur de l'énergie, dans le cadre du secteur aussi d'assemblage, de montage de véhicules, parce que le Sri Lanka a quand même mis en place son premier véhicule automatique du côté c'est le Made in Sri Lanka. Le premier véhicule a été exporté du côté du Bangladesh. C'est un modèle de développement auquel monsieur le ministre veut bien s'inspirer. À la suite de ce brillant exposé, de ce brillant compte rendu de mon cher Moussa, je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire. Ce que je voulais ajouter très simplement pour réagir à votre étonnement et à voir le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi au milieu de ce monde des financiers, de banquiers, je pense qu'il n'y a rien d'étonnant. Et à mon avis, vous le disiez tantôt, et c'est le Ronaldo, apparemment le Ronaldo du gouvernement. Je pense que c'est maintenant que on a l'impression qu'on peut faire des choses au ministère de l'Emploi et au ministère de l'Emploi jeune. C'est extrêmement important. C'est une question parce que dans le passé, ce département a toujours sommet. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il a comme preuve, Moussa Banaïté? Non, mais écoutez, il vient du privé. Non, Abaka. Soyons réalistes. C'est moi qui vous demande d'être réaliste. Je vous demande d'être réaliste. Non, moi je suis réaliste. J'ai l'impression, je vous dis conséquemment qu'on a l'impression que c'est maintenant que commence le boulot au niveau du ministère de l'Emploi des jeunes. Parce que au niveau de ce département, ça a toujours sommé. Et on n'avait pas eu cette impression qu'on pouvait faire des choses, qu'on pouvait faire bouger les choses et qu'on pouvait donner de l'espoir à cette jeunesse. Et vous voyez cette offensive diplomatique de ce jeune ministre qui a des idées, qui a de l'ambition, qui a des visions. Et je pense que ça ne fait pas que des heureux. Ça ne fait pas que ça fait des jaloux. Mais je pense, moi je vous dis clairement, les gens
souvent disent que je suis partisan de Moustapha Naïté, mais j'ai de la confiance en ce jeune ministre. Je sais qu'il ira très loin. Alors, moi, je voudrais pas faire l'avocat du diable. Je sais une chose, c'est que l'arrivée de M. Naïté a permis de sortir ce ministère de sa longue léthargie. Il faut le souligner. Et puis, le fait que M. Naïté se soit déplacé avec des ministres du gouvernement, je pense que cela témoigne de la synergie d'action entre le gouvernement, entre les membres du gouvernement. Parce que Moussa le disait tantôt, la question de l'emploi, c'est une question transversale. C'est bon que la Guinée ait un état de santé économique très bon, mais il est très intéressant également que cela ait des répercussions sur l'emploi des jeunes. Parce que la jeunesse, c'est la pierre angulaire du développement. Donc on est très heureux aujourd'hui d'avoir un ministre qui fait preuve de dynamisme et qui essaye autant que faire se peut, bien évidemment, de relancer la question de l'emploi et de faire de cette question une priorité du gouvernement. Allez-y, alors, juste pour ajouter que quand on parle d'emploi jeune, on parle de lutte contre le chômage, mais celui qui n'a pas un emploi n'est pas forcément un chômeur. Il faudrait que les jeunes le sachent. Il faut se remettre en cause. Le chômeur répond à des qualités, il répond à des critères. Non seulement il n'a pas d'emploi, mais il répond à un profil recherché sur le marché de l'emploi et il est actif. C'est une insulte, non, c'est pas une insulte. Dire que nous sommes des fainéants, nous les jeunes de Guinée, c'est ça, hein? Je ne vois pas je ne sais pas dans quel océan vous vous trouvez. Je veux juste dire... L'océan Indien. Non, c'est pas l'océan Indien. Je veux juste dire que c'est pas parce que vous avez un diplôme, c'est pas parce que vous avez un diplôme que vous êtes forcément un chômeur. Non, vous êtes chômeur lorsque vous répondez à un certain nombre de critères. Non, je donne les critères, s'il vous plaît. C'est trop facile. Non, mais il faut que les jeunes le comprennent. Parce que vous êtes né sur la bonne étoile, Moussa Moïse. Mais c'est trop facile. C'est pas la question. Je veux juste vous dire que pour résoudre la question de l'emploi jeune, il faudrait que ceux qui s'estiment chômeurs comprennent que le chômeur répond à des critères. Bien. Il faudrait non seulement être actif, mais il faudrait répondre à des profils sur le marché de l'emploi. Il faudrait également avoir recherché de l'emploi pendant un certain nombre de temps. Bien. Tout cela, ce sont des critères qui font d'un jeune un chômeur. Le chômeur ce n'est pas quelqu'un qui reste à la maison. Voilà. Il faut mettre l'accent sur la formation, c'est assez important. Voilà, les dames à l'honneur. Bonjour Madame Yoruba. Bonjour Lamine. Voilà, bienvenue. Bonjour à tous. Allez, quelque chose à dire. Ce que je voudrais dire par rapport à cela, ce que Moussa a dit est très important. Il ne faut pas se dire chômeur quand on est jeune. Moi, je pense qu'il faut... L'offensive du ministre de l'Emploi jeune, M. Moustapha Naïté, avec d'autres ministres, je pense que c'est important de s'inspirer du modèle d'ailleurs pour venir peut-être expérimenter dans le pays. Mais en même temps, il faut dire aux jeunes qu'il faut se battre. La dernière fois qu'on a parlé du projet qui a été retenu du côté de Ratoma à Taouya, on avait parlé de quelque chose de politique. Mais je pense que quand les jeunes se mettent à la tâche, ils élaborent des projets. Peut-être que si ces projets-là ne sont pas retenus, on peut parler d'autres choses, mais il ne faut pas attendre qu'on vous offre peut-être l'emploi sur un plateau d'or. Je pense qu'il faut se battre, il faut se mettre à la tâche, il faut grouiller, parce que l'emploi ne viendra pas à vous tout seul. C'est vrai que c'est dur aujourd'hui, les jeunes sont sous-employés, mais je pense qu'il faut que les jeunes eux-mêmes se mettent à pied d'œuvre. Mais c'est important cette offensive, il faut saluer, mais pourvu que le modèle qu'on est allé chercher ailleurs, en tout cas ce qu'on a vu dans ces pays-là, qu'on puisse le concrétiser en Guinée. Voilà, Tamba. Oui, moi j'ai envie de commencer par réagir à cette joie qui est en train de surabonder dans le cœur, par exemple, de Djibril et d'autres personnes. Non, mais c'est important de le dire. D'abord, il ne faut pas se leurrer. Ce n'est pas parce que Moustapha Naïté a été avec d'autres ministres de la République qu'on va se dire qu'ils sont d'accord d'aller ensemble pour aider l'État. C'est important de le dire. Et aussi de rappeler qu'il n'y a pas que la jeunesse qui est un secteur transversal. Et c'est là ce qui va conduire un peu mon raisonnement. J'ai envie personnellement de féliciter d'abord l'initiative de joindre l'emploi jeune à ce département de la jeunesse que M. Naïté est en train de diriger. Il faut aussi saluer ses idées. Je pense qu'il a des idées et il sait ce qu'il veut. Mais encore une fois, ce ne sont que des idées, ce ne sont que des ambitions. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement, Moustapha Naïté? Justement, c'est là-bas que c'est là que j'ai envie de venir. C'est bien il de a des idées, il faut le féliciter. Nous les contacts, mais c'est le concret, c'est ce que le Guinéen connaît. Exactement, la mienne. Je pense qu'on a besoin de concret. Qu'est-ce que vous pensez des filets sociaux? Allez-y. Si tu me permets, je pense qu'il y a aussi que d'autres nations sont en train de nous observer. Par exemple, le département d'État américain qui observe la situation financière et la situation de la gouvernance en République de Guinée. Et je vais vous dire qu'on n'est pas très bien aligné sur ce classement-là. Ce qui veut dire
que même si nous avons des ambitions, il faudrait réunir au minimum un certain nombre de conditions qui permettent le financement de tous ces projets. Ce ne sont que ces projets, Moussa Moïse pourrait nous en dire long, nous ne sommes pas bien placés pour entrer en possession de tous ces financements. Arrêtons de rêver et demandons que le travail il soit collégial. Allez, pour être plus complet, il faut juste dire qu'il y a quand même il y a quand même des actions qui sont posées dont il faudrait se féliciter. C'est pas suffisant, certes, mais je vous apprends que la feuille de route du ministère comporte 18 projets principaux, sans parler des projets annexes. Il y a également le fait que le gouvernement, et peut-être que vous le saurez bientôt... Il est passé où, Moussa Moïse? Non, je vous explique. J'aime être réaliste. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Et quand c'est bon, il faut le reconnaître. Je préfère qu'on me perçoive comme cela. Il y a quand même le gouvernement qui a accepté de mettre un fonds à côté, parce que ce qui fatigue les jeunes, c'est la sous-capitalisation. Vous avez de bonnes initiatives, mais vous n'avez pas les moyens nécessaires pour pouvoir les mettre en place. Le gouvernement met en place 4 millions de dollars pour permettre aux jeunes qui ont des projets bancables d'être appuyés au niveau d'une banque de la place afin d'exécuter ces projets. C'est pas n'importe quoi. Les filets socioproductifs permettront à plus de 300 jeunes par projet d'avoir un emploi, et également au niveau de la formation avec la Banque mondiale, ça permettra aux jeunes de sortir des universités, mais également d'être formés par les entreprises qui ont des besoins spécifiques, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un ingénieur en télécom. Ils formeront ce jeune dans ce secteur précis, et cette formation sera payée par l'État, donc par le ministère, de telle sorte qu'après la formation du jeune, qu'il puisse être directement employé par cette entreprise. C'est pas n'importe quoi, il faut se réjouir. Mais ce que je veux dire, c'est que la tâche doit continuer. Le Millennium, je veux juste parler du Millennium Challenge Corporation. C'est une grande initiative. Vous avez entendu parler de cela ici en Guinée, lorsque la Guinée était en train de vouloir faire partie de cette organisation américaine d'assistance à des pays en difficulté. Retenez que nous ne sommes pas éligibles à ce Millennium Challenge Corporation. La Guinée a fait de bons résultats en matière peut-être de lutte contre au niveau du taux de croissance, au niveau de lutte contre l'inflation, et on a eu des résultats qui sont appréciés du côté des partenaires, mais ça ne suffit pas. On rate ce Millennium Challenge parce qu'on ne répond pas aux critères qui sont là. Imaginez que sur tous ces critères que je vois au niveau de la politique fiscale, au niveau de l'inflation, au niveau de l'éducation primaire, au niveau de la gestion des ressources naturelles, au niveau des droits politiques, la Guinée a des références au rouge. Vous voyez, donc on n'est pas du tout éligible. Le seul critère auquel nous répondons, c'est celui du Freedom of Information, le droit, la liberté de la presse. Donc c'est vrai que c'est important, mais ça ne suffit pas. Et le fait que nous ne soyons pas éligibles à cette corporation nous fait perdre énormément d'argent. Je donne juste l'exemple du Ghana. Le Ghana a reçu de cette assistance 547 millions de dollars pour la réfection et l'aménagement de la route nationale numéro 1, le réseau routier Transafrique de l'Ouest. Ça, c'est important. Nous perdons cela. Des pays comme la Sierra Leone, comme le Niger, comme le Libéria sont éligibles à cette corporation. Pourquoi pas la Guinée? Parce que tout simplement on ne met pas l'accent sur les différents critères qui sont là. Les gouvernants le savent. Il faut se lever, il faut bosser. C'est important d'aller au niveau du FMI, de la Banque mondiale, mais il faudrait que certains indicateurs à l'intérieur du pays soient ouverts. Voilà, bienvenue chez les GG. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice facile. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Elle s'installe dans ce studio, vous le voyez déjà à l'écran, Domani Doré, notre ministre des Sports, donc notre invité exceptionnel ce matin, la Guinée qui ambitionne d'organiser l'une des CAN de 2019 ou de 2021. Le pays a reçu récemment les inspecteurs de la CAF. En dépit de l'insuffisance des infrastructures sportives, volonté politique aidant, le pays veut croire à ses chances. En attendant, le développement du sport à la base pour de meilleures performances à l'échelle du continent demeure un grand défi à relever pour les dirigeants
dirigeants sportifs. Quel est l'état des lieux et quel est le plan d'action? Entre autres, des questions posées ce matin. Notre invité est là, dans ce studio. Nous allons l'interroger dans un instant. On s'intéresse ce matin aussi à la Sotelgui. Djibril nous apprend, rien ne va plus à la Sotelgui. Les travailleurs de cette société réclament 10 mois d'arriérés de salaire impayés. Et pendant ce temps, le ministre Oyegui Lavogui et son équipe s'activent, dit-on, pour la mise en œuvre du plan social. Comment sortir de l'impasse? Entre autres, des questions posées ce matin. Monsieur Sadafa Touré, ingénieur télécom et personne ressource à la Sotelgui, nous allons l'appeler dans notre émission. À venir également, on va s'intéresser à la chambre de commerce, un deuxième bureau de la chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat à Matoto. Il a été mis en place par des acteurs se réclamant des 4 entités consulaires, un bureau mis en place parallèlement à un autre issu d'élection qui justifie la mise en place de ce bureau. Monsieur Alpha Amadou Bari, président de ce bureau, nous allons l'avoir dans notre émission sûr et certain. Ce matin, nous allons nous intéresser à cette ONG, deux ONG, de défense des droits de l'homme, interpellent l'autorité publique sur les graves violations de droits de l'homme en Guinée. Depuis maintenant 30 mois, 5 officiers supérieurs de l'armée guinéenne emprisonnés. Elle demande plus particulièrement au ministre des droits de l'homme, M. Khalifa Gassama Dabi, d'user de son pouvoir pour obtenir leur libération. Nous allons avoir dans ce studio Maître Emmanuel Pana Bamba, c'est bien cela, président de la Ligido, la Ligue guinéenne des droits de l'homme. Il sera dans notre émission. Demain, si tout va bien, c'est Khalifa qui nous allons avoir dans ce studio. Abaka Diallo, Moussa Moïse Silla, nous avons notre invité. Domani Doré, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Le micro n'est pas activé. Cela fait pratiquement 100 jours que vous êtes à ce gouvernement, vous dirigez le département des sports et votre arrivée suscite beaucoup d'espoir. Aujourd'hui, après avoir passé donc 100 jours donc à la tête de ce département, et quel premier bilan peut-on dresser? L'état des lieux, Domani. Ah non, on a fini avec l'état des lieux. Ah ben quand même. Vous n'êtes pas le porte-parole quand même, Moussa. Allez-y, Domani. Mais il est réaliste. Bien. D'abord, c'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous encore une fois. Et comme je le disais, il faut reconnaître que l'état des lieux, il est ce qu'il est, il tape à l'œil d'ailleurs. Et donc, si on doit revenir sur tout ceci, je dirais que l'état des lieux actuel mérite toute l'attention de l'État que nous représentons aujourd'hui, principalement moi-même à la tête du département des sports. Ouais. Grâce à la visite dernière des inspecteurs de la CAF, j'ai pu réaliser ma tournée à l'intérieur du pays. J'avoue que, comme toute personne normale, le tableau, il était vraiment déplorable. Au-delà même du fait que les installations sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire vieillissantes, mais il faut remarquer un abandon total même de la part des citoyens, si je peux me permettre de le dire. Le minimum, c'est qu'on pense ne serait-ce qu'à nettoyer ces endroits, et du moment où on y passe beaucoup de temps pour réaliser, ou en tout cas assouvir cette passion du sport, du foot, le minimum, c'est qu'on le rende à travers ces petits gestes au quotidien qui font de ces endroits un endroit privilégié. Je ne cesse de dire que quand j'attire l'attention de l'État sur ce que nous voyons au jour le jour, la question des infrastructures est un réel problème, mais je pense aussi qu'à côté de tout ceci, nous attendons beaucoup plus d'un ministère des Sports, des initiatives. Et là, ces initiatives, durant ces 100 jours, question d'initiative, j'ai profité de ces 100 jours pour déjà m'approprier même de ce qu'on appelle le sport, et principalement le football. Et donc, quand je dis qu'il faut être réaliste, c'est que on prétend qu'il faudrait qu'on amène toutes les disciplines à avoir le même rang que le football. Mais malheureusement, je constate que moi-même, j'ai découvert de nouvelles disciplines, comme tout le monde d'ailleurs. Et je me dis qu'il est temps que même les fédérations se remettent en cause un peu. Il ne suffit pas d'envoyer, de créer une fédération ou de l'animer, mais il vous revient d'amener quand même les gens qui ont préféré le football, qu'ils ont découvert, qu'ils ont appris à connaître, qu'ils ont appris à adorer. Il faut amener les fédérations aujourd'hui, au stade où nous sommes, à créer justement cet engouement vers les autres disciplines. Et je le disais samedi dernier, à l'occasion d'une rencontre que nous organisons désormais entre le ministère et les fédérations, autour du fait qu'il y a nécessité qu'il y ait des portes ouvertes
sur les fédés. Il faut que, ne serait-ce qu'aller dans une université, demander à un recteur ou à un fondateur, monsieur, nous, à compter de telle période, nous souhaiterons que vous accordez chaque week-end le temps à une fédération de présenter sa fédération aux jeunes, à leur donner envie de pratiquer tel sport et non un autre, en fonction de ce qu'ils, d'une manière ou d'une autre, chaque personne a un goût porté pour quelque chose, on n'arrive pas à l'expliquer, mais d'autres préfèrent le rugby, d'autres préfèrent le foot, d'autres préfèrent le pétanque, c'est comme ça. Donc voilà. Alors, vous l'avez dit, l'état des lieux déplorable. Oui. Quand vous êtes venu à ce gouvernement, on a vu, contrairement, je vais dire, au premier gouvernement Mohamed Saïd Fofana, on a vu qu'il y a une feuille de route, Domani Doré. Quelle est votre feuille de route? Qu'est-ce qu'on vous a demandé? Que contient-elle? Voilà. Ce qui m'a, d'abord, comme vous l'avez dit, la particularité de ce gouvernement, c'est qu'elle a une feuille de route. C'est vrai. Cette feuille de route n'est pas, à mon sens, nouvelle. C'est ce qu'on a toujours attendu des différents ministères. Mais pourquoi ça ne s'est pas fait au début, Domani? On ne fait pas politique, là, ici. Non. Ah ben non, mais pourquoi on ne l'a pas fait au début? Vous n'allez pas dire que parce que... c'est quand même un cap. Ça peut avoir un effet d'annonce. Il a échoué parce qu'il n'avait pas fait de route, c'est pas possible. C'est quand même un gouvernement de mission. Ah ben voilà. Excusez-moi, je le dis pourquoi. Même si on ne t'assigne pas une mission, tu peux toi-même t'organiser pour en avoir. Tu peux te définir des objectifs, tu peux te définir des axes. On n'a pas besoin d'être muni d'une feuille de route émanant du plus haut pour comprendre qu'il y a nécessité de se planifier. Il y a cette fois-ci, à la différence, il y a une évaluation au bout. Lors du dernier conseil des ministres, le président lui-même est allé dans ce sens à dire que... Vous ne savez pas que tu assistes au conseil des ministres? Je n'assiste pas, mais je vous dis, madame la ministre, que nous avons des grandes oreilles jusque sous les lambris dorés du palais ségotoria. Voilà. Merci pour l'info. Allez-y. Oui. Le président est allé dans le sens à demander l'évaluation donc des membres du gouvernement. Je pense que si la question de la feuille de route a été posée et il a été demandé au Premier ministre, une feuille de route a été adressée personnellement au Premier ministre chef du gouvernement qui a été déclinée sous les différents départements ministériels. Cela veut dire que à mi-parcours, à tout moment, les membres du gouvernement que vous êtes, vous serez soumis à une évaluation. Je pense que c'est important parce que ça contient des objectifs clairement définis auxquels vous devez, que vous devez atteindre. Mon cher, moi ce que je veux te dire par rapport à une feuille de route quelconque, pour ma part, on n'a pas besoin de rappeler à un ministre ou à un responsable de quelque domaine que ce soit qu'il se doit des résultats. On n'a pas besoin d'avoir une feuille de route. On n'a pas besoin d'avoir l'état d'esprit d'un élève qui attend le bac pour se dire, bon, d'une manière ou d'une autre, dans 3 mois, il aura des évaluations. C'est inhérent à toute responsabilité. Le fait de le faire, est-ce que c'est une faute politique? Non, ce n'est pas une faute politique. C'est justement, ça doit attirer l'attention sur le fait que, aujourd'hui, malheureusement, très malheureusement, on a l'impression que les responsables oublient qu'ils ont des responsabilités. Et comme ça, on est obligé aujourd'hui de leur dire, dans les jours qui suivent, vous devez produire des résultats, j'attendrai de vous à tel niveau, ceci et cela. Tout ceci, ce sont un mécanisme qui doit amener les gens à comprendre qu'au lieu de penser que nous sommes, bizarrement, ce que moi je constate, on a l'impression que les ministres, je ne veux pas parler de ceux qui sont actuellement, ce qu'on a toujours vécu, on a l'impression que le ministre attend qu'on vienne le voir et c'est pas à lui d'aller voir. Ou mieux, je vais le décrire comment. Le ministre doit se sentir pas stimulé. Il doit savoir qu'il a un devoir vis-à-vis. C'est un manager. C'est un manager. Non, au-delà du fait que ce soit un manager, il doit se sentir au service. Au service de ceux qui, aujourd'hui, estiment qu'en tant que ministre des Sports, par exemple, que je suis, tu n'as pas besoin de t'attendre à ce que les gens viennent te dire que voilà ce que tu as à faire. Tu dois d'abord toi-même te prédisposer au fait que tu es responsable. Anticiper. Alors, récemment, madame, on a reçu les inspecteurs de la CAF par rapport justement à l'organisation de ces 2 CAN, au cas où l'une des 2 CAN, 2019-2021, au-delà du fait que l'état des lieux soit déplorable, selon vous, est-ce que ces inspecteurs sont répartis satisfaits? Est-ce qu'il faut espérer que la Guinée soit choisie pour l'organisation de l'une de ces 2 CAN? Bizarrement, c'est l'état des lieux assez déplorable que toi et moi nous connaissons qui fait de nous des favoris. Bizarrement. Ah bon? Oui, je m'explique. D'abord, il faut
remercier ceux qui ont eu la petite idée qui amenait, qui paraissent même jusqu'à présent pour certains comme un rêve, qu'il s'agit de poser la candidature de la Guinée à l'organisation d'une CAN, contrairement à ce que nous croyons. Ça a été une idée géniale. Pour cela, je remercie mes prédécesseurs qui ont eu cette idée géniale. Et aujourd'hui, j'avoue qu'à l'arrivée des inspecteurs, tout comme chacun de nous, j'ai compris qu'autour du projet d'organisation d'une CAN, il y a tout ce que nous pouvons de façon toute simple, toute bête, ignorer. C'est ce que ça inspire. Ouais. C'est ce que moi j'ai vu à l'intérieur du pays. Ouais. Des enfants qui ne savaient même pas de quoi nous parlons, mais qui ont seulement entendu l'organisation d'une CAN en Guinée. Donc ça veut dire qu'on pourrait avoir l'opportunité d'avoir tous les grands joueurs du monde chez nous, en Guinée. En Guinée, ouais. ça les fascinait. Alors, c'est ce projet, oui. Je veux dire, la visite des inspecteurs aussi, ça a marqué une polémique. On a dit en coulisses que le président n'était pas du tout content, qu'il est sorti de ses gangs à mettre les points sur les i, à dire en Guinée de toute façon tout le monde est pareil. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé concrètement, madame Domani Doré? Parce que c'est important, les rumeurs dans les quartiers, on n'a jamais entendu ça, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de son. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? D'abord, vous avez remarqué qu'à l'arrivée des inspecteurs, il y avait, je ne dirais pas quelque peu une censure, mais il y avait une espèce d'organisation qui faisait que la presse devrait commenter, suivre, mais ne pas de façon très participative être au cœur de la visite. Des entretiens. Parce que comme leur nom l'indique, une inspection, c'est venir constater, rendre compte. Ouais. Donc ils ne sont pas censés commenter ce qu'ils ont vu, mais de rendre assez fidèlement ce qu'ils auront vécu sur le terrain. Et j'avoue que cela c'est même traduit lorsque le chef de l'État a reçu les inspecteurs. Les inspecteurs ont pris soin à travers leur responsable, leur chef de délégation, de dire au chef de l'État: Monsieur le Président, nous ne sommes pas tenus de parler de ce que nous avons vécu ici, mais permettez-nous de vous dire très franchement que la Guinée, nous avons constaté cet engouement populaire. À côté de ça, l'accueil, on n'en parle pas. De l'autre côté, l'organisation était à leur avis parfaite. Bien qu'on ne peut pas, on peut pas espérer toujours la perfection, mais ils ont trouvé que l'organisation était parfaite. Ils l'ont signifié au chef de l'État. Et pour, comme vous le disiez, les rumeurs quant à la position du chef de l'État face à ce dossier, je répète encore, le président de la République, pour ma part, a eu une attitude responsable et objective. Comment? Quand il dit, comme je viens de le dire, que les infrastructures ne sont pas au point, nous n'avons pas le petit nécessaire que les autres, ou le niveau d'avancement des autres, qui permettent que nous puissions même penser à organiser une CAN, il a paru réaliste, objectif et vraiment sans complexe. Il n'a pas hésité à leur dire: je n'ai pas le complexe de dire que mon pays n'a pas atteint ce niveau d'avancement qui permette à n'importe qui aujourd'hui justement, qui fait que chacun se dit: est-ce que la Guinée peut organiser? On n'a même pas de terrain. En clair, il sous-entend qu'il a dit qu'il n'est pas prêt, que la Guinée n'est pas prête. Il n'a pas dit que la Guinée n'était pas prête. Il a dit que ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, c'est-à-dire, ça dépend de la façon dont on interprète. Mais pour moi, il a eu une attitude louable et réaliste pour un chef d'État. S'il n'est pas le premier à reconnaître que nous n'avons pas... En clair, le président aussi a fait le constat, c'est cela. Il a fait le constat qu'il n'a pas manqué de dire aux inspecteurs: vous avez fait la visite, mais j'avoue que le constat que vous avez fait est le même que celui que moi je me fais de la situation actuelle du sport. Allez-y, Tamba. Voilà, il s'agit d'un constat, pas de l'expression d'une volonté, justement. On évoquait très récemment la volonté du président, l'ex-président gabonais, par laquelle la CAN a pu s'organiser. Finalement, est-ce qu'en Guinée, vous vous sentez accompagné? Est-ce que le président de la République est dans ce rêve? Justement, il a clôturé son discours par la phrase suivante: je sais ce que sont mes infrastructures en ce moment, je sais ce que ça donne, mais vous pouvez être sûr que j'accompagne le projet. Ouais. Comme ça qu'il a tenu les propos. Et donc, pour ma part, comme tu l'as dit, l'expression même de la volonté d'abord s'est affichée du moment où il a reçu les inspecteurs. Le connaissant, quand il ne veut pas quelque chose, il ne prend même pas la peine de jouer ce petit théâtre qui consiste à faire semblant devant la télé. Ce n'est pas de son genre, le connaissant. Et il n'a pas manqué de leur dire
très sincèrement, que je ne suis pas, je ne vais pas dire que je suis pessimiste, mais pour ma part, je ferai ce que je peux faire pour atteindre cet objectif. Voilà, Domani Doré, il faut le rappeler, un ministre des Sports. En Guinée, notre invité exceptionnel ce matin, on va s'intéresser aussi à quelques questions des auditeurs parce que vous avez vraiment crevé le matin ce matin, plus de 200 SMS. On va essayer de faire quelques lectures dans un instant. Allez-y, ma chère. La question que je voulais poser à madame, beaucoup de rencontres, notamment avec certains ambassadeurs, je me souviens avec l'ambassadrice de l'Afrique du Sud, de la Chine, si je ne m'abuse, mais des voyages aussi en Tunisie, au Maroc. Qu'est-ce que vous avez pu tirer de tout cela? Quelle expérience en plus pour le sport guinéen? Je disais à ma prise de fonction, je crois que c'était ici encore, que je suis pas adepte du fait qu'on pense qu'on doit réinventer la roue. Rien de spécial ne va être effectué dans ce domaine, mais c'est de grandes décisions, et je dirais même courageuses, qu'il y a lieu de prendre en ce qui concerne la gouvernance en Guinée. Ouais. Vous l'avez dit, les rencontres avec les différents partenaires, les diplomates et tout ceci, s'inscrivaient dans la valse de routine qui consiste à aller vers tous ceux qui ont pris la peine à un moment donné d'inscrire les questions de sport dans leur feuille de route, comme nous le savons en termes de coopération. Il était de mon devoir d'aller relancer cette réalité, de les redonner confiance, surtout par le fait que nous avons réussi quelque chose d'extraordinaire pour ma part à travers la création d'un département des sports. Les partenaires, les acteurs du domaine des sports se sont vus ainsi, ne serait-ce que vraiment, je ne dirais pas débarrassés, mais moins asphyxiés par les problèmes de jeunesse, d'emploi jeune et tout ce que vous pouvez savoir. Et donc, prendre ces contacts pour moi s'inscrivait pour moi, et je continue à le dire, dans la routine. Et la différence qui s'obtiendra à travers ces rencontres qui se poursuivent d'ailleurs, ce sera la capacité de structures dont j'ai la charge de suivre les accords qui vont être obtenus à travers ces discussions-là. Vous avez entendu parler de projets de formation, vous avez entendu parler d'appui pour l'amélioration de nos infrastructures. Il y a plein de choses qui ne sortent pas de l'ordinaire, mais qui seront assez différents si nous réussissons à consolider justement ces différents acquis ou accords. Alors, madame, quand même, c'est mon point de vue, je trouve qu'au-delà des très bonnes intentions et de tout ce que vous projetez à l'avenir, il n'y a pas à ce stade un résultat réel qui pourrait expliquer que depuis votre prise de fonction, vous avez franchi un cap. Moi, je trouve qu'il y a quand même eu assez de prise de contact, mais concrètement, sur le terrain, rien n'a été posé, pas une seule pierre. Comment vous comptez changer cette donne? C'est la question que je me pose. Au-delà des intentions pour l'organisation de la CAN, mais le ministère des Sports ne se résume pas à ça. C'est quand même un secteur assez large. Comment vous allez faire? Et dans différentes disciplines, c'est quoi la solution que vous proposerez? C'est là où nous vous attendons. La touche Domani. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que j'aime bien ne pas tourner autour du pot en termes d'objectivité dans le travail. J'avoue que je suis comme vous. Je pense que le ministère des Sports a tellement de choses à faire qu'on finit, on se demande est-ce que nous sommes en train de faire quelque chose. Malheureusement, nous sommes dans une culture du sensationnel en termes sportifs en Guinée. Beaucoup croient que le résultat du ministre suffit à ce que l'on pense que lorsque le Sili national a gagné un match, le ministère des Sports travaille. Lorsque nous avons des résultats du Orea, le Sili ou de quoi que ce soit, on estime que ainsi le département travaille. Le département travaille. Ouais. Je m'étonne même quand je reçois des messages de félicitations quand il y a un match de gagné. Au fond, il y a cette culture sensationnelle qui laisse place et justement, il y a des ministres qui profitent de cette opportunité en espérant que le bon Dieu viendra à leur secours, que les matchs se gagnent, donc on oublie superficiellement qu'il a des choses à faire en profondeur. Et elles ne sont pas très perceptibles en général. Il faut pouvoir en parler ou en tout cas creuser pour en savoir davantage. C'est pourquoi je reviens à la chose suivante. C'est vrai, il y a beaucoup de disciplines qui demandent de l'aide, qui ont besoin d'accompagnement. Mais encore une fois, je leur disais ça la semaine dernière. Qu'est-ce qui fait que le football aujourd'hui intéresse plus d'un? Femmes, jeunes, enfants. Qu'est-ce qui fait que le football intéresse? C'est la capacité que le football a eue de créer du spectacle.
ce spectacle-là, c'est ce que le sponsor recherche. Effectivement. C'est ce que même le politique recherche. Quand ça marche, quand il y a un engouement, quand il y a le spectacle au stade. C'est au stade. Ceci, tout le monde le recherche. Mais comment l'avoir? C'est au prix de le fond. Le fond. Ouais. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué lors de votre prise de fonction, en se référant un petit peu à votre discours, à dire le sport à la base de Mani Touré. Absolument. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Mais c'est ce que nous sommes en train tous d'étaler en termes de résultats concernant le spectacle. On ne peut pas prétendre avoir... je reviens sur cet exemple. Hein, vous avez des gens qui pensent que lorsque vous avez un match à jouer, ils estiment que ils doivent faire leur prière le matin. Par la suite, il faut qu'ils voient le féticheur le plus exceptionnel de la terre pour que le match puisse être gagné en leur faveur. Mais dès que le match est perdu, c'est en ce moment que les grosses questions se posent. Ou en tout cas pas les grosses questions, mais les remarques les plus pertinentes se font, mais à la volée. Il n'y a pas de fond de jeu. L'entraîneur d'ailleurs n'a pas bien fait son classement. Remarquez que l'ailier gauche n'était pas à sa place. Et voilà. Alors que justement, c'est cela qu'on demande à tout professionnel du sport ou en tout cas de football, le travail à la base. De revenir à ce que nous appelons le travail à la base. Alors dans ce domaine, est-ce que vous allez, comment vous comptez vous y prendre en termes pour relancer les compétitions locales, les compétitions à la base? Nous y prendre. Oui. Surtout pour... Est-ce que vous disposez de moyens nécessaires? Vous permettez surtout pour donner de la force, quand je dis aux compétitions locales, au championnat, à la Coupe nationale, et j'ai déjà commencé à voir une compétition féminine. C'est une initiative que j'ai saluée d'ailleurs au passage. Comment vous allez redonner de la force et de l'élan et de l'allant à ces compétitions locales? C'est en tant que ministre des Sports avoir des orientations que j'impose. Ces orientations-là, c'est ce que vous venez vous-même de définir. La Fédération guinéenne de football, pour ma part, aujourd'hui, nous sommes vraiment dans la même orientation. Quand vous entendez parler de la Coupe nationale, ça c'est quelque chose. Lorsque vous entendez parler de la Coupe nationale féminine, c'est à cela que nous pourrons résoudre le problème du sport. Mais je veux aussi lancer un appel aux différentes fédérations. Le problème guinéen n'est pas le fait qu'on puisse se permettre, ou en tout cas mobiliser des moyens. Mais que faisons-nous de ces moyens? Parce qu'il ne suffit pas de dire, bon, j'ai reçu un tel montant et je vais utiliser ce montant à participer à des compétitions quelconques, internationales ou nationales. Est-ce qu'au niveau de ta discipline, tu t'es d'abord posé les bonnes questions quant au fait que quels sont réellement mes besoins organisationnel? Qu'est-ce que je devrais faire en ce moment et pour lesquels je devrais utiliser les moyens mis à disposition? Et au niveau de ces fédérations, est-ce que vous avez fait le diagnostic? Est-ce que les équipes qui sont en place, est-ce qu'elles ont les compétences, le leadership nécessaire pour aller et pour répondre à vos aspirations, à vos attentes, vous en tant que ministre? Les fédérations sont mieux placées que moi pour répondre à cette triste réalité. Aujourd'hui, tout le moment où d'ailleurs je respecte le fait qu'il y a des gens qui dans l'informel s'investissent pour le sport, qui apportent leur petit grain de sel, qui organisent des jeunes dans les quartiers, les accompagnent pour les entraîner, tout ça, mais sans formation. Justement, en parlant de formation, est-ce que la construction de centres de formation professionnelle, est-ce que ça fait partie de vos priorités, à part ceux qui s'investissent dans l'informel? Ça, c'est la première question. La deuxième question, le stade de Nongo, est-ce qu'il faut s'attendre avec toutes les rencontres que vous avez faites, que les travaux finissent enfin? Revenons à la première question qui pour ma part, mérite qu'on s'y attarde. Le problème n'est pas le fait que nous ne... Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Est-ce une priorité ou pas? Merci. Les centres de formation. Le problème n'est pas au niveau des centres de formation. Parce que même si tu avais aujourd'hui un local disposé à être un centre de formation, est-ce que tu as les formateurs pour ça? Deuxièmement, est-ce que tu as, comment je dirais, quel mécanisme que tu as pour identifier les jeunes qui bénéficieront de cela? Malheureusement, nous sommes encore victimes du copinage. Tu vas créer un centre de formation, tu vas organiser des tournois de détection qui se font d'ailleurs à longueur de journée ici. Vous allez détecter des jeunes et ensuite on y décèle supposons une quinzaine de jeunes. Et donc tu as cette liste et le lendemain, lorsque tu as cette rentrée, je peux appeler ça une rentrée scolaire ou je sais pas sportive, tu te retrouves avec le jeune qui a été détecté à Mamou là-bas, qui arrive à Conakry et du coup on lui dit qu'il ne fait pas partie
Mais ça dépend de votre organisation. Non, malheureusement, du haut de mon poste de ministre, je ne suis pas le seul, je ne suis pas la seule personne qui doit veiller sur cette réalité. C'est pourquoi je rappelle encore le fait que tout Guinéen à tous les niveaux doit comprendre qu'il y a une nécessité que chacun à tous les niveaux comprenne qu'il se doit d'être utile à son pays, qu'il se doit d'être un soupçon de vouloir faire bien les choses et ne pas se dire que du moment où ce n'est pas mon problème, d'ailleurs si ça ne marche pas, c'est le ministre qui vaut rien d'ailleurs, c'est pas moi. Madame Domani, le stade de Nongo, il n'y a pas répondu. Hein. Ouais, j'ai pas fini avec allez-y, alors. Voilà. Le stade de Nongo, comme je ne vais pas revenir sur sa préhistoire, d'ailleurs elle devient même une préhistoire. Hein. Le stade de Nongo aujourd'hui est dans un état qui me rassure à plus d'un titre. Pourquoi ? Quand vous allez aussi vous aventurer à vous promener aujourd'hui au stade de Nongo, vous remarquerez qu'on est en train de refaire la pelouse qui était d'une qualité qui ne permettait pas qui n'aurait pas permis aux joueurs de le pratiquer convenablement. Et donc, je n'ai pas retenu le terme qu'ils utilisent pour la qualité du gazon qui est en train d'être. C'est gazon synthétique. Hein? Non, c'est naturel cette fois. Okay. Cette fois, c'est naturel et à ce que les spécialistes disent, à l'image de celui qu'on a au stade du 28, qui est d'ailleurs le meilleur, il paraît. C'est ce qui est en train d'être fait au stade de Nongo. Le meilleur en Guinée. Oui, en Guinée. Ouais, tout à fait. Mais quel dégradé, hein. À la guinéenne, mon cher. Allez, Moussa. Ah oui, mais il faut préciser. Mais quand même, allez-y, madame. Donc, aujourd'hui, je disais tout à l'heure, les travaux se poursuivent. La partie chinoise travaille d'arrache-pied. La partie guinéenne tarde à venir parce que, vous savez, à l'accoutumée, nous sommes en train de nous organiser dans les jours qui arrivent pour l'équipement. Hein. Comme on le dit, tout le stade de Nongo doit répondre aux critères de la FIFA pour permettre qu'on nous reçoive des jeux. Mais ce qui a été intéressant lorsque nous avons reçu monsieur l'ambassadeur chinois, c'est qu'il était il partageait le même souci que nous quant à l'ouverture du stade. Et cela est vraiment l'une des priorités du ministère en ce moment. Et dans les jours qui suivent, vous serez invité à participer à un atelier qui va justement définir je ne dirais pas la grande innovation, mais le fait qu'on doit penser aujourd'hui à ce que le Sili national, qui au-delà du fait que c'est une équipe, revêt ce côté souverain qui fait qu'on a envie que lorsqu'elle participe à une compétition, qu'elle puisse aller de l'avant. Et cela veut dire que si nous faisons un halt dans le temps, il est plus que temps pour le Guinéen qu'on se retrouve derrière un programme, un mécanisme qui nous permet de bâtir une équipe nationale digne de ce nom. Voilà, Domani Doré, notre invité exceptionnel ce matin, mesdames et messieurs. Dans un instant, on va revenir avec vous et on va faire quelques lectures de quelques SMS aussi en direct dans cette émission. Entre autres, on nous apprend Moussa Moïse, gentil avec Naïté, objectif avec Domani Doré. Moussa Moïse, nouveau chargé de com de Naïté. On va essayer de s'intéresser un peu plus tard là-dessus. Beaucoup d'SMS ce matin, plus de 200 SMS. Mesdames et messieurs, on va revenir dans un instant, dans moins de 10 minutes sur Radio Espace. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice facile. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Il est l'avenir, il est la voix sûre de la musique urbaine. Celui que l'on considère aujourd'hui comme le porte-flambeau de la world music. Pose sa valise sur Radio Espace. Auteur, compositeur, arrangeur, réalisateur. Alpha Baba. Alpha Baba inonde Espace pour une semaine explosive avant la sortie de son album avec des featuring inattendus. Toute la semaine, Radio Espace, Espace TV se mettent en mode Alpha Baba. Découvrez le talent hors pair de ce musicien, hors du commun à travers ses tubes. Alpha, c'est juste le commencement. Le Baba reste à venir. Tiens-toi prêt sur Radio Espace. Guette l'antenne et chope en live son single. Semaine spéciale Alpha Baba, c'est exclusivement sur Radio Espace, la plus urbaine des radios. Adafo Média. Adafo Média. Le futur. Vivons-le ensemble. Avec notre invité ce matin, Madame Domani Doré, ministre des Sports.
en Guinée, très nombreux ce matin à nous solliciter par mail, mais aussi par SMS. Continuez à envoyer votre SMS GG au 8037. On va essayer de faire lecture dans un instant à venir. On va s'intéresser aux droits de l'homme en Guinée. Oui, demain, le ministre des droits de l'homme sera notre invité une semaine consacrée un petit peu, pourquoi pas, au bilan. On va dire les 100 jours de ces nouveaux ministres. Moussa Naïté aussi se prépare pour la semaine prochaine. Et Domani, ce matin, sur le plateau des GG, il faut le rappeler à venir, on va s'intéresser aux droits de l'homme. Emmanuel Kanabamba, président de la Ligue-Ido, la Ligue guinéenne des droits de l'homme, il va être dans ce studio juste après notre ministre des Sports. On va s'intéresser aussi à la Sotelgui de ce côté. Rien ne va plus. Monsieur Sidafa Touré, ingénieur télécom et personne à la ressources à la Sotelgui. Nous allons l'appeler donc dans la deuxième partie. Mais bien d'abord, Mohamed, on va essayer de prendre des nouvelles du côté de la Chambre de commerce. Voilà d'où nous attend monsieur Alpha Amadou Barry, président donc de ce deuxième bureau qu'on a installé du côté de Matoto. Abakadialo, forcément vous êtes intéressé sur ce dossier. Oui, vous savez quand même que on ne vous apprend rien en disant que les choses ne se passent pas comme il fallait s'y attendre au niveau de l'élection de la Chambre, du renouvellement des organes de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat. Et moi ce qui m'intrigue dans ces élections, c'est le fait qu'on ne puisse pas respecter, qu'on ne puisse pas appliquer les critères. Simplement, je pense qu'on ne demande pas à la Commission nationale de supervision de décrocher la lune avec leurs dents, mais c'est plutôt une simple application des règles de jeu et un simple respect des règles de jeu. Je pense que le fait que cela ne soit pas fait, ça fait des frustrations et vous avez vu l'expression donc de cette frustration du côté de Matoto avec l'installation de ce deuxième bureau. Djibril, nous avons Alpha Amadou Barry. Les grandes gueules. Bonjour monsieur Barry. Bonjour. Alors, on vous sent vraiment très énervé ce matin, on vous a eu au téléphone. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a manqué à ces élections? Ce qui a manqué à ces élections, d'abord il y a la non-transparence. Et il y a l'importation des membres venus de nulle part pour venir s'infiltrer dans ce bureau. Là, nous avons eu des candidats, les dernières élections présidentielles, nous avons eu des candidats qui ne travaillent pas à Matoto, qui n'ont aucune activité. Nous avons eu des élections là où le fichier électoral a été infiltré. Ils ont amené là des... Quelle preuve disposez-vous, monsieur Diallo? Barry, pardon. Monsieur Barry, oui. Allô, oui. Oui, vous parlez bien évidemment de fichiers électoraux qui ne seraient pas qui ont été infiltrés. Voilà, de personnes infiltrées. Vous parlez également d'intrusion du politique dans ces élections. Est-ce que vous avez des preuves à nous brandir? Oui, je peux dire, Elas Bounaketa a été candidat ici, il est là. Il n'est pas opérateur économique, artisan ou industriel de Matoto. Nous avons, s'il faut dire, Amana et Mamadi Kourma, il est dans ce bureau. Si l'opérateur économique il est à Madina, qu'est-ce qu'il a empêché de se présenter à Madina? C'est le président, et celui qui a été élu président de la Chambre communale de Matoto, Moualim. Celui qui a été président Moualim, là, il a été tête de liste sur les deux alliances. L'alliance Nabé et l'alliance Sor Doumbia. Comment une personne peut être tête de liste sur deux listes différentes? Là, c'est une magouille, c'est non transparent. Alors, nous n'avons pas demandé l'annulation de ces élections pure et simple. Qu'est-ce que... Les alliances aussi qui nous ont demandé de l'argent. Pourquoi demander de l'argent? Qui vous a demandé de l'argent, monsieur Barry? Il y a, comment on appelle, Valdemotor, il y a Touré, tous ils sont dans l'alliance Nabé. Ils ont demandé de payer de l'argent, nous avons fait 3 millions. Nous avons demandé, mais pourquoi vous nous demandez de l'argent? Nous sommes là pour aller défendre les opérateurs. Ou bien vous voulez vous enrichir sur notre dos. Ils ont demandé, on a payé. Mais jusqu'à présent, ils sont rentrés faire une cacophonie là, je ne sais pas comment ils ont manifesté. Ils ont pu trouver un bureau. Nous le rejetons, puisqu'aucun opérateur économique, artisan, industriel ne se reconnaît dans ce bureau. Voilà. Et en même temps, votre bureau aussi, il faut le dire, c'est un bureau clandestin, parce qu'on ne reconnaît pas ce bureau non plus. Est-ce que ce n'est pas de la rébellion, monsieur Barry? Ce n'est pas un bureau clandestin, puisque c'est l'ensemble des industriels de Matoto qui travaillent réellement à Matoto, l'ensemble des artisans, l'ensemble des prestataires de services, l'ensemble des BTP et les commerçants sont mis à élire un bureau. Comme vous ne savez pas, il faut d'abord avoir des bureaux de différentes sections consulaires. C'est le bureau de la section consulaire de commerce qui m'a désigné comme président. Et les autres sections consulaires aussi m'ont désigné comme président.
mais avec les alliances, alliance Al-Sedibari, alliance Chorel Doumbouya, alliance Nabé, ils sont venus ils ont donné du poisson, ils ont donné des sacs de riz, ils ont payé des femmes pour venir voter, des serrés, des groupements de femmes pour venir. Les conditions dictées par le ministre du Commerce n'ont pas été respectées. Quelles sont ces conditions? Il fallait avoir, et il faut être âgé de 21 ans, il fallait avoir un registre du commerce, il fallait avoir une carte professionnelle. Mais ceux qui ont voté, les 500 à 600 électeurs, ça n'avait pas les documents demandés. Ils ont payé de l'argent pour avoir des électeurs pour aller pagailler avec eux. Voilà, mais Monsieur Barry, la question de la mine a tout son pesant. La première élection s'est passée sous la coupole du ministère du Commerce. Qu'en est-il de la vôtre? Est-ce que ça a été accompagné de la même façon? Non, nous, il faut dire, l'élection qui s'est passée à la commune le 30 mars, il faut dire, je peux vous détailler de fond en comble ce qui s'est passé. Ce jour-là, il y a eu une élection, il a fallu 2 semaines pour avoir les résultats. J'ai eu tout le temps pour m'abouer, pour manigancer. Sinon, dans tous les pays au monde, après les élections, on a fait des gagnants, des secondos. Monsieur Barry, je pense vraiment qu'il faut mettre la raison vraiment de côté, parce que tout ça, ce qui se passe, on peut pas mettre un bureau parallèle, je ne peux pas comprendre. Ce n'est pas de la pagaille quand même. J'ai demandé est-ce que ce n'est pas de la rébellion. Justement. Monsieur Barry, dites-nous, est-ce que l'installation de ce bureau parallèle peut empêcher le fonctionnement du bureau élu? Nous, ce que nous savons, tous ceux qui sont dans leur bureau là, ils ne sont pas opérationnels, ils connaissent personne, personne ne les connaît, aucun opérateur économique, artisan, industriel ne peut dire il connaît mon livre, ou il connaît Amana, ou il connaît tous les membres de ce bureau. Et donc personne ne connaît, ils sont venus là pour s'enrichir. D'accord. Ils ne sont pas venus pour défendre les industriels, les commerçants et autres. Ils sont venus pour s'enrichir sur notre dos. Il n'y a pas de problème. Allez, monsieur Barry, en tout cas, bon courage, voilà. Et nous allons revenir avec vous sur cette actualité. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Avec un autre invité ce matin, Madame Domani Doré, qui est là dans ce studio. Mais bien avant, car si vous le permettez, on va essayer de revenir sur quelques SMS. Cet auditeur qui demande à Madame Domani Doré, qu'est-ce que Domani Doré peut nous dire sur l'état de la piscine olympique du stade du 28 septembre, voilà, qu'on a bradé à un ancien champion de natation. Donc voilà, ça entre autres, c'est des questions posées ce matin. Domani a fait preuve de courage. C'est une ministre que je soutiens. Ça, c'est Barry qui nous envoie ce message du côté de Koléa. Voilà, on va rester avec ce autre message. Je pense que la mine est aujourd'hui hors du jeu lorsqu'il dit que le Guinéen ne connaît que le concret. Pourtant, notre pays n'a jamais connu le concret. Voilà, il n'y a pas de problème. Allez, on va essayer. Moi, juste une question. Voilà, on revient sur la chambre de commerce. Absolument. Voilà, et pour dire qu'il y a quand même une part de raison dans la colère de monsieur Barry que nous venons d'écouter. Même s'il faut se rebeller. Non, rebeller, c'est l'expression d'un mécontentement, c'est pas de rébellion. Moi, je trouve que c'est une colère saine. C'est pour juste attirer l'attention du bureau élu et également du ministère de tutelle pour dire qu'il n'y a pas eu franc jeu dans ces élections. Sinon, l'installation d'un bureau parallèle, vous le savez tous, d'un bureau parallèle, vous le savez, ça ne va pas empêcher le fonctionnement du bureau élu. Mais seulement, l'opinion publique saura qu'on n'a pas joué franc jeu et qu'il y a eu de la magouille. C'est vrai que beaucoup de commerçants ne savaient même pas qu'il existait en Guinée une chambre de commerce. C'est pas possible. Ils l'ont su récemment lorsqu'il y a eu ce tapage médiatique et ils savaient même pas qu'être commerçant demandait l'obtention de certains documents. Ils ne répondaient même pas aux critères. On s'est vite dépêché pendant ce laps de temps à aller chercher les documents. La majorité n'était pas enregistrée au RCCM. Alors aujourd'hui on fait vite les documents, on vient se présenter, on bourre les trucs. Je pense qu'il va falloir faire la différence entre ces élections à la Chambre et les élections politiques. Mais toutes les élections, j'ai l'impression que c'est ça. Dire un mot sur Matoto. Parce que le monsieur nous apprenait et qu'il a fallu 2 semaines pour connaître les résultats de Matoto. Matoto, c'est un peu comme la Floride de la Guinée aujourd'hui. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé lors des élections législatives. Comment expliquez-vous que des élections qui sont tenues et qui se tiennent et dont on a les résultats 2 semaines après? C'est extrêmement grave. Et ce qui s'est passé à Matoto, il n'y a pas eu d'élection à Matoto. Moi, je maintiens cette affirmation. Il y a eu une sélection. Parce qu'on a mis en place 2 urnes. Et pour le même scrutin, on met 2 urnes sur
lesquels les noms des principaux candidats sont inscrits. Comment vous comprenez? C'est quelle élection cela? Donc, il n'y a pas eu d'élection à Matoto. Je pense simplement qu'il faut invalider les résultats de l'élection ici à Matoto. Et vous savez que de l'autre côté aussi à Kaloum, on n'arrive pas à organiser les élections. Celle qui a été élue, elle a vu son élection invalidée par un tribunal. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à organiser les élections au niveau régional à Conakry. Et je pense que ça ne... Moi, je crains que tout cela n'aboutisse pas et que finalement la décision vienne peut-être d'en haut. Qu'ils se calment tous et qu'on ferme tout ça. Colère saine ou pas, c'est que cette situation... C'est Moussa qui le dit. Oui, cette situation, c'est l'onde de choc de la politisation à outrance de ces élections. Ou une politisation dont on a bien évidemment dénoncé. Récemment entre le haut niveau et ces deux protagonistes. Oui, on apprend également que le chef de l'État aurait donné des instructions aux deux principaux candidats, leur demandant bien évidemment de se retirer de la course. Ça veut dire bien évidemment, attention, nous avons les grandes oreilles à la présidence de la République. Ce ne sont pas, je mets ces informations au conditionnel, tout de même parce que ces informations sont à vérifier, mais je vous dis, il y a un secret de polichinelle, c'est que ces élections ont été politisées. Aujourd'hui, quand on entend bien évidemment les raisonnements qui sont faits par les uns et les autres, on sent vraiment que les démarches ont un relan politique et ethnique. Et ça, c'est très dangereux pour les élections à venir. On va s'intéresser à notre invité dans ce studio, Madame Domani Dorali. Alors, Madame Domani, juste cette question que j'avais envie de poser avant la pause, c'est de savoir si vous connaissez le champion de monde de karaté, Si Mohamed. Vous le connaissez? Parce que je suppose qu'il a pris attache avec vous, ne sachant pas certainement qu'il y a un ministère des Sports à qui s'adresser. Possible. Ça, c'est Moussa. Ouais. C'est pas une question de personne. Non, c'est pas une question de personne. Elle sait certainement de qui je parle. J'aimerais qu'elle nous donne un peu de détails sur ce monsieur qui a vraiment mouillé le maillot pour la Guinée et qui aujourd'hui... Moi, je ne connais pas du tout. Vous ne le connaissez pas parce que vous n'êtes que footballeur. Non, pas du tout. Vous n'êtes que footballeur, basketteur. Je parlais du secteur du sport. Elle a raison. Cette personne est rentrée en contact avec nous. C'est des petits champions. C'est des petits champions. Mais je suis estomaqué ce matin d'entendre cela. Je vais vous m'obliger à rappeler. Non, oui, mais ils disent, ils osent. Non, ne les en voulez pas. Non, mais c'est pas possible. Si Mohamed, mais c'est pas possible. Allez-y, madame. Si Mohamed, c'est vous qui sortez ce nom. Justement, de nulle part. Ok, elle vous le dira. Voilà, allez-y, madame. S'agissant de la question, Monsieur Moussa Moïse, si vous vous souvenez dans mes propos au tout début de l'émission, ou en tout cas de l'interview, j'ai répété la chose suivante. Encore une fois, dans ce studio, tu demanderas à Lamine, il te dira qu'il n'est pas football, il est peut-être basket. Tu poseras la question à Djibril, il te dira qu'il est telle discipline et non une autre. Chacun de nous ici présent a une préférence pour une discipline en fonction de ses humeurs, peut-être, ou de sa personnalité, ou de sa perception de cette discipline. Je suis un ministre des Sports, donc une personne. Je ne peux pas connaître tous les champions de Guinée en matière de sport, individuellement. Mais ce que je sais, c'est que la Guinée regorge de champions qui passent inaperçus pour la simple raison que leurs disciplines ne sont pas vulgarisées au mieux. C'est pourquoi je veux qu'on aille un peu plus en amont et en profondeur quand il s'agit d'une discipline. Le karaté est une discipline que moi-même j'ai pratiquée à l'école. Heureusement. J'ai pratiqué le karaté à l'école. Je ne savais pas, hein. Le judo. Quand même, ça se voit quand même. On ne vous lâchera pas sur les pieds finalement, au conseil des ministres. Allez-y. C'est bon. Les ceintures noires. Allez, on va réorganiser les choses. Madame Domani, et surtout les perspectives maintenant en ce qui concerne votre département. Vous avez dit 100 jours passés à la tête du ministère des Sports, prise de contact, l'état des lieux. On a envie de comprendre maintenant qu'est-ce qui va se passer désormais. On sait qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive à grands pas. Les perspectives. Qu'est-ce qu'on peut peut-être s'attendre de vous dans les 2 ans à venir, Madame Domani? Je disais tout à l'heure avant la pause qu'il y a lieu que le Guinéen accepte qu'on se dise réellement la vérité sur l'état du sport en Guinée. Il faut être réaliste, le football reste le sport roi. Pour ma part, on ne peut pas prétendre de développer ces différentes disciplines si on prend la peine de faire juste... De faire un saupoudrage rapide en tenant compte du sensationnel quant au résultat qu'apporte un match.
Quand vous posez la question à un étranger concernant la Guinée sur le plan sportif, il vous rappellera le Afia 77. Et malheureusement, cette période est très loin de nous et s'avère vraiment une réalité qui n'a rien à voir avec celle que nous vivons en ce moment. C'est clair, 77 c'est notre année de naissance d'ailleurs. D'ailleurs, donc c'est pour vous dire que lorsque vous demandez à un étranger s'il connaît le CELI national, il vous dira peut-être, peut-être pas. Ils ont du mal à en faire une référence. Pour ma part, il y a lieu que nous acceptions que nous ayons une équipe nationale digne de ce nom. Cela ne sort pas de nulle part, justement. Ce qu'il faut faire, c'est que tous les acteurs concernés se retrouvent autour d'une table et qu'ensemble nous définissions une stratégie, un mécanisme qui nous permette de bâtir cette équipe nationale. Oui, de grands challenges attendent le CELI national. Il y a la CAN. Le CELI national. Oui. Il n'y a pas que le CELI national parce qu'on a, j'ai l'impression qu'on tourne c'est quand même autour de ce CELI national improductif. Alors, intéressons-nous à d'autres disciplines sportives parce que on a l'impression que la Guinée ce n'est que le football et le football qui se résume au CELI national. Je le disais tantôt, le CELI national n'a rien à voir avec le fait que ce soit une équipe à l'image de tous les autres pays. Ce n'est pas seulement l'équipe de football qu'on a en face. Le CELI national est un emblème. C'est souverain. C'est en cela qu'il attire l'attention de tout un chacun de nous. Même si tu détestes la performance du CELI, lorsque le CELI joue, tu te sens concerné. Sans t'en rendre compte. D'une manière ou d'une autre. Vieux, enfants, jeunes, tout le monde se dit le CELI joue. On sait très bien que le match ne sera perdu d'avance. Mais on est conscient que le fait que le CELI joue, c'est quelque chose, ça représente quelque chose. C'est à l'image du drapeau national. Et donc, quand on parle de la reconstruction de ce CELI, je n'omets pas le fait qu'on a des compétitions en vue. Ces compétitions, on va y participer. Mais en amont, je souhaite que les acteurs acceptent que nous bâtissions une équipe qui permettent qu'au-delà du fait que nous parlons de l'emblème que représente le CELI, que cela soit en adéquation avec tout le bonheur que nous pouvons parler d'acteurs. Vous faites allusion à qui doit faire quoi? C'est tout le monde. Le ministère des Sports, la Fédération guinéenne de football, tous les amoureux du sport, les mécènes aujourd'hui pour qui j'ai un profond respect, qui prennent la peine d'accompagner les quelques clubs que nous avons aujourd'hui, qui veut qu'ils les réaniment. Ça, c'est quelque chose. Mais ensemble, si nous décidions de nous retrouver autour d'une table, et comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous définissions un mécanisme qui nous permet d'avoir une équipe qui sera en adéquation avec l'image que cela reflète pour nous en termes de souveraineté nationale, mais qu'elle se traduise dans l'action, pour que chaque fois que nous irons vers une compétition, qu'on ne va pas en termes de oui, nous sommes Guinéens, on soutient le CELI national, ça ne suffit pas. On s'attend à chaque fois. Alors que, excuse-moi, laisse-moi terminer ce passage. Je veux dire que je veux amener le Guinéen à comprendre qu'on doit mettre fin aux crises cardiaques inutiles. Le CELI national n'apporte que ça d'habitude. Et donc, pour éviter que nous ayons ces crises cardiaques et tout ce que nous avons derrière le CELI national, il faudrait qu'on accepte de construire cette équipe. Ça, c'est une perspective en vue. Voilà, justement, j'ai envie de dire que vous êtes jusque-là, à ce que je vois, nous sommes à autour de 100 jours maintenant, vous êtes entre les questions et des alternatives de solutions. On a bien envie de savoir ce qui va être fait concrètement pour élever le niveau du CELI national de Guinée, sachant surtout qu'il ne vous reste plus qu'une minuscule année. Justement, je disais la dernière fois à un ami à moi que c'est maintenant que je me rends compte qu'être profane ou même ignorant est un luxe dans le domaine du sport. Je commence à m'en rendre compte à travers ces 100 jours. J'ai ce luxe-là de me dire que j'ai le même regard que n'importe quelle personne sur ce que c'est que le football ou le sport en Guinée. Pour ma part, je pense que des grandes décisions sont à prendre, c'est-à-dire la refondation du CELI national. D'aucuns pensent que oui, ça va nous créer beaucoup de soucis sur l'international, avec la fédération internationale, ça va créer ceci, c'est pas bien, c'est ceci. Mais moi, je pense, comme tout bon Guinéen, qu'on mérite quand même que lorsque nous sommes en train d'aller à un match, qu'on puisse diminuer ou en tout cas atteindre un niveau d'incertitude moindre, en y allant. Bref, vous avez raison. On a l'impression qu'on tourne en rond. Mais je tournerai en rond tant que je pense qu'il y a des questions de fond à résoudre. Et ces questions de fond ne se résoudront pas seules ou du jour au lendemain. Cela dépend. Comment résoudre ces questions de fond, ces questions de fond sans grand moyen? On sait par expérience que le ministère des Sports et d'autres départements ne sont pas mieux lotis en termes d'attribution de budget. Est-ce que... Sans parler de la guéguerre qui existerait entre la Fédé et la Fégifoot et le ministère des Sports.
Bon, je Parce pense que vous aussi semblez nous dire en filigrane qu'il n'y a pas une synergie d'action entre le ministère des Sports et la Fédération guinéenne de football. Je suis désolé, c'est certainement ce que vous voulez savoir ou entendre. Moi, je pense que tout à l'heure, j'ai été très clair quand je disais que je me vante aujourd'hui de savoir que la fédération est dans la même orientation que moi, s'agissant de la redynamisation du sport à la base. Mais quand vous dites, il faut que nous acceptions, il faut que tous les acteurs s'impliquent, de quel acteur voulez-vous parler? Et quel doit être le rôle que doivent jouer, n'est-ce pas, ces acteurs, très précisément? Se poser les bonnes questions et ensemble que nous réfléchissions aux mécanismes qui résoudrait le problème. Voilà, notre invité exceptionnel. Abaka, c'est très intéressant cette question de Cheikh Traoré qui nous envoie à l'instant. Le financement du sport à la base et de compétition. Le sport comme moyen des sections économiques. La pratique du sport dans la politique d'urbanisation et de l'habitat. Honorable Cheikh Soiré qui intervient en direct. Ces 3 points, peut-être vous avez quelque chose à dire dessus? Je n'ai pas entendu. Ah, vous n'avez pas compris? Pas compris. Ah, mais vous avez entendu. Le financement du sport à la base, comment vous allez y prendre? Ça, c'est la première. C'est pourquoi j'ai posé la question sur le budget, sur les moyens dont dispose le ministère pour changer la donne sur le terrain. Bon, commençons par la première question. Justement, je disais tout à l'heure que le problème du ministère des Sports ou même dans le domaine du sport n'est pas trop la question de moyens. D'accord. Mais la façon dont on use des moyens mis à disposition. Ouais. Dans le domaine du sport, j'ai appris à savoir qu'il existe ce qu'on appelle un contrat d'objectif, qui consiste à justement à donner une certaine une certaine autorité au ministère des Sports, d'avoir un droit de regard. L'autonomie? Pas l'autonomie. Ah, pardon. Une certaine autorité sur les activités des fédérations. Je m'explique. C'est vrai que les moyens mis à disposition des fédérations sont nettement très faibles par rapport aux besoins exprimés. Mais dans le sens où, lorsque on octroie un montant X à une fédération, elle doit être capable de se rendre compte que ce montant doit être utilisé pour telle chose et ainsi de suite. Pourquoi? Lorsque vous avez une fédération quelconque qui n'est pas encore implantée sur tout le territoire national, est-ce qu'on peut imaginer cette fédération organiser une coupe nationale? Ce ne serait pas une coupe nationale, ce serait une coupe communale. Il faut d'abord que ce montant soit utilisé pour, bien entendu, implanter la discipline sur le territoire national et ensuite prétendre utiliser un autre montant alloué à organiser un tournoi ou des compétitions nationales. Et c'est ce processus et cette acceptation de niveau et d'étape que les fédérations doivent accepter. Si on avait commencé cela il y a des années, je pense que toutes les fédérations auraient déjà leur implantation effective sur tout le territoire national et qu'ensuite on userait maintenant des moyens qui seraient mis à disposition pour organiser des coupes nationales et ainsi avoir des détections ou en tout cas détecter des jeunes talents de façon plus structurée et organisée et bien entendu être certain que lorsque nous amenons ces jeunes détectés au niveau des coupes nationales, sur le plan international, on va rassurer. C'est un peu ce processus-là. Toute dernière question. Est-ce que vous êtes à même de dire aujourd'hui à ces millions de jeunes, de tous ceux qui pratiquent les sports, les différents sports, qui fréquentent nos installations sportives, que sous votre gouverne, l'état de nos infrastructures sportives va un tantinet changer? J'en suis convaincu. J'ai bien aimé la question du jeune homme qui a parlé de l'utilisation de la piscine olympique. Ouais. Je veux lui rappeler qu'il y a quelques années, avant que cet opérateur puisse rentrer en possession de cette piscine pour l'utilisation et tout ça, on n'avait même pas, je ne sais pas comment vous l'expliquer, c'est à peine si l'on pensait même à faire un petit nettoyage à ce niveau. Malheureusement, il faut qu'on sache reconnaître nos carences. On est obligé de privatiser certaines installations par nécessité d'entretien. D'accord. Par nécessité d'entretien. Et ce partenariat public-privé peut favoriser justement l'amélioration de nos infrastructures. Je pense au mini-stade de Bonfils, stade de la Mission. Le stade de la Mission aujourd'hui est sous le projecteur d'un président de club qui souhaiterait en faire un centre de formation. Et donc ça veut dire qu'il va améliorer l'installation, il va le rénover, il va en tout cas l'amener à être vraiment fréquentable de façon plus saine. J'ai bien aimé que les jeunes qui aujourd'hui bénéficient de cet endroit-là soient capables de comprendre que si cela était effectué, il revient au ministère des Sports de trouver dans les clauses qui vont lier ce club au ministère
à permettre que les riverains, c'est-à-dire ceux qui ont l'habitude de venir jouer là-bas, à avoir en fonction d'un calendrier des temps pour venir aussi utiliser. Le vieux stade du 28 septembre qui continue de se décomposer. Bon. Donc, je reviens sur la nécessité, et c'est pourquoi je ne cesse de le dire. Je respecte les opérateurs économiques, les privés, les personnes ressources qui acceptent de s'investir dans le sport. C'est l'occasion d'ailleurs de te féliciter pour le coq. Et vous avez causé ça, hein? Le sport à la base. Je le dis devant les téléspectateurs et les auditeurs. Hein, c'est grâce à elle d'ailleurs qu'on s'est peut-être lancé dans cette aventure de coq de bouquet. Les GG continuent. Les grandes gueules. La minute, oui ou non? Un feu roulant de questions, avec une seule réponse possible. Oui ou non? Langue de bois, s'abstenir. Ça ressemble pas du tout à Domani Doré. Notre invité exceptionnel ce matin, mesdames et messieurs, vous allez donner à la fin de cet entretien une note à Domani Doré, 100 jours au département. Les différents ministres commencent déjà à faire le tour sur le plateau des GG. Demain, c'est Khalifa Gassama Diaby. Et la semaine prochaine, Moustapha Naïté sera dans ce studio. Notre rêve, c'est d'avoir aussi Mbantamasso sur le plateau des GG. Nous allons commencer avec cette première question, Djibril. Oui ou non, vous voulez réussir, mais sans trop y croire? J'y crois. Oui ou non, vous croyez à une CAN, à une de ces deux CAN 2019 ou 2021 en Guinée? J'y crois, fermement. Allez, Tamba. Oui ou non, la CAN 2019 attire toutes les attentions du département aujourd'hui? Pas forcément. Poste de ministre des Sports, juste un poste de faire valoir, pas de moyens pour pouvoir réussir sa politique. C'est à moi d'en donner la valeur. Justement, ministre, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ce poste est un poids un peu lourd pour vos frêles épaules? J'aurais déjà donné ma lettre de démission. Oui ou non, vous êtes aujourd'hui sur un siège éjectable? Naturellement. Et entre vous et le président de la République, le courant passe-t-il bien? Il n'est pas obligatoire, c'est juste une relation de travail qui nous lie. Oui ou non, votre survie au gouvernement dépend des résultats du CELI national? Pas forcément. Voilà. Oui ou non, votre liberté de ton gêne au sein du gouvernement? Ben c'est ce que je souhaite. Voilà, Domani Doré, mesdames et messieurs, notre invité exceptionnel ce matin. Il y a plusieurs caméras dans ce studio. Madame la ministre, vous allez affixer cette caméra. Ce n'est pas les élections, mais une manière de convaincre, pourquoi pas, cet auditoire. La radio des jeunes, beaucoup de jeunes vous écoutent en ce moment. Vous nous écoutez du côté de l'Abbé, du côté de Kakandé, mais aussi à travers le monde. Essayez de convaincre ces jeunes à se dire, on peut y croire, pourquoi pas. Le rêve est permis, Domani Doré, les perspectives. Essayez de convaincre ces jeunes, ces millions d'auditeurs qui vous écoutent en ce moment. Vous l'avez dit, le rêve est permis. La preuve, nous avons tous rêvé d'avoir des jeunes dans le gouvernement. Aujourd'hui, c'est réel. C'est à nous de donner vraiment force à ces jeunes qui sont aujourd'hui dans ce gouvernement. J'avoue que le domaine des sports mérite de la prise de grandes décisions qui ne vont pas forcément plaire, mais je sais compter sur la jeunesse guinéenne pour qu'on prenne les bonnes décisions afin d'avoir justement des équipes à l'image de ce que nous voyons de l'autre côté, c'est-à-dire en football, en basket, en tout ce que vous pouvez savoir. Il faut qu'on prenne de grandes décisions et je vais les prendre bientôt. Je ne cherche pas à plaire, je cherche à ce que mon travail plaise et je sais que la jeunesse guinéenne saura profiter de cette opportunité qui ne vient pas tout le temps. Voilà. Yib, une note pour Domani Doré? Ben, moi je lui donne 7 sur 10. Mon cher ami? 9 sur 10. Tamba? Moi 5. 5. Moussa? Moi ici là. 5,5. Allez-y madame, pas de note. Allez, il n'y a pas de problème. En tout cas, grand merci d'être passé dans cette émission ce matin. Nous allons continuer les grandes gueules dans un instant avec d'autres invités qui vont nous rejoindre dans ce studio. Allez, on va aller dans un instant avec Seton G et Mohamed Dabi, comme vous voulez. On va essayer de partir avec Sidafa Touré qui nous attend de ce côté. Il faut le rappeler, ça c'est par rapport à la Sotelgui, entre autres. La Sotelgui, de ce côté, rien ne va plus. Nous apprend ce matin Djibril, les travailleurs de ces sociétés réclament 10 mois d'arriérés de salaire impayés. Pendant ce temps, le ministre Oyegui Lavogui et son équipe s'activent, dit-on, pour la mise en œuvre du plan social. Comment sortir de l'impasse? C'est la grosse question ce matin. Dans un instant
sur Radio Espace. Et dans cette émission, Sida Fatouré, que nous allons joindre, et aussi l'invité peut s'installer, il n'y a aucun problème dessus. Djibril, nous avons écouté Domani Doré. Il y a de l'espoir. En même temps, on se dit que il fallait passer par là aussi, une manière de donner cette chance à cette jeunesse, parce que c'est important. Il y a de l'espoir, il y a une volonté réelle de changer les choses, mais encore faut-il que cette volonté soit accompagnée par les moyens dont elle ne dispose pas, malheureusement. Il y a aussi le fait que cette dame, j'ai l'impression qu'elle a un rôle de faire valoir, qu'elle est dans un ministère qui est trop grand pour elle, parce que le ministère des Sports, c'est un ministère pluridimensionnel. Il y a plusieurs disciplines sportives, et le fait qu'elle n'ait pas les moyens de sa politique, je ne pense pas... Ton raisonnement ne rythme pas avec la note que tu lui attribues. Oui, bien sûr. C'est une note de complaisance. Non, c'est pas une note de complaisance. Je lui donne cette note parce qu'il y a une volonté réelle. Monsieur Guirassy, elle n'est pas de changer les choses, mais ce qui est clair, c'est que tous les indicateurs ne lui sont pas favorables, en tout cas en ce qui concerne sa réussite, parce que même quand on a des ambitions, quand on n'a pas les moyens de ces ambitions, eh bien tout est... Il nous a dit, alors, je voulais juste dire clairement que les moyens si minimum dont elle dispose, elle saura en faire bon usage, et c'est là où... Ça, ce sont les mots. Oui, c'est là où je pense que Domani séduit, parce que ces maigres moyens dont tu parles, ce sont les mêmes moyens qui ont été mis à la disposition d'autres ministres, ses prédécesseurs, et on n'a jamais su qu'est-ce que ces moyens ont pu avoir comme impact sur le niveau de nos infrastructures, sur le niveau de la pratique du sport en Guinée. Et je pense que c'est à ce niveau on attend Domani. Je veux juste rappeler quelque chose. Il y a un aspect de ton raisonnement sur lequel je suis vraiment d'accord, c'est que le sport c'est pluridisciplinaire. Je parlais tout à l'heure de Si Mohamed. Vous m'avez demandé, mais c'est quel champion de paille dont Moussa Moïse parle. Il ne s'agit pas d'un champion de paille. Laissez-moi vous rappeler juste quelques faits. Parce que vous voulez revenir là-dessus. Voilà. Allez-y. C'est un athlète guinéen, dans le domaine du karaté, qui a participé à plusieurs compétitions, a obtenu plusieurs prix en Afrique, notamment au Sénégal, en Europe, en Italie, au compte du tricolore guinéen. C'est très important de le dire. Il est le premier athlète guinéen à représenter son pays dans la plus grande... Non, s'il vous plaît. Dans la plus grande... Je vous le dis parce que ce monsieur quand même a défendu le couleur national. Allez-y, on n'a pas dit le contraire. Pourquoi quand on parle de sport... Mais pourquoi vous voulez mettre l'accent? Je mets l'accent dessus parce que ce monsieur... C'est du copinage. Nous risquons de ne pas avoir de représentants à la prochaine Coupe du Monde de karaté. C'est même pas moi qui a dit ça. C'est la Junior Condé. Laissez-moi, je sais que c'est la Junior. Voilà. Laissez-moi vous dire pourquoi je rappelle ce fait. C'est que malgré les titres qu'il a obtenus, malgré l'expérience qu'il a, nous risquons de ne pas avoir de représentants à la prochaine Coupe du Monde de karaté. C'est pas grave ça. Qu'est-ce qui se passe, Moussa? Mais c'est ce que je veux vous rappeler, vous me laissez pas parler. Mais si, je vous laisse parler, Moussa. Vous avez la parole. Non, c'est pas de la démagogie. Je suis droit dans mes bottes. C'est pour vous dire que ce monsieur, au-delà des prix qu'il a remportés, depuis 2012, il tente d'entrer en contact avec le ministère des Sports, avec la fédération qui gère le domaine de cette discipline sportive, sans succès. Aucun soutien pour qu'il puisse représenter valablement la Guinée à cette prochaine compétition en 2014. Aucun soutien pour qu'il puisse également participer au championnat de karaté qui va être organisé en août prochain du côté du Sénégal. Au-delà des prix qu'il a reçus, je pense qu'il va falloir soutenir Si Mohamed, qui a fait beaucoup de choses pour la Guinée. Il suffit, pour ceux qui ne le connaissent pas, allez sur Internet, ça existe pour tout le monde. Vous vous rendrez compte de ce qu'il a fait pour ce pays. Vive Saïd Mohamed. Allez, nous avons en direct Mohamed Sida Fatouré. Les grandes gueules. Monsieur Touré, bonjour et bienvenue dans les grandes gueules. Bonjour monsieur. Alors ça fait 10 mois que vous n'êtes pas payé. À qui vous imputez la responsabilité de cette situation? Je vous remercie sincèrement de cette opportunité qui m'est offerte. De passage, je remercie très sincèrement le ministre Albert Damanta et son grand service, l'inspection générale du travail, parce que pour le travail qu'ils ont abattu pour nous et qu'ils continuent d'assumer. Je vous dis dès maintenant que sans passion, que le problème de la Sotelgui, c'est un manque de vérité et de justice. Parce qu'il n'y a pas de vérité. Si la vérité elle est dite, chacun sait ce qu'il faut. Chacun s'assumera.
Mais au jour d'aujourd'hui, de la Sotelgui à la tutelle, de la tutelle au gouvernement, personne ne voit clair. Personne ne dit la vérité. Chacun fuit. Pourquoi? Pour un intérêt. Au détriment des 1000 et quelques personnes, 1600 travailleurs. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 51 cas de décès. Ils sont morts sans être accompagnés. Sans savoir même qu'ils ont servi une société d'État telle que la Sotelgui. Alors, vraiment, je ne sais pas à quoi on va s'en tenir maintenant. Dans tous les cas, de façon humaine et sociale, chacun répondra devant la société et devant Dieu. Voilà, Sidafa. Aujourd'hui, oui, je vous en prie. Right. En tout cas, un grand merci. Nous sommes pris par le temps, malheureusement. Voilà, on va terminer de continuer avec vous. Merci beaucoup d'être intervenu dans cette émission. Tamba, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, à ce sujet, il s'agit d'arriérés de salaire, comme ça a été dit. Mais au-delà de cela, on parle d'un plan social contre lequel les travailleurs de la Sotelgui, ils se soulèvent également. Pour eux, il ne s'agit pas d'un plan social dans la définition de la chose. Pour eux, il s'agit ni plus ni moins que d'un licenciement déguisé, massif, auquel les autorités, notamment des postes de télécommunications et le gouvernement de façon générale, veulent donner du crédit, veulent donner du poids. Ça, c'est un sérieux problème. Et d'ailleurs, ce que j'aimerais rapidement en rajouter, c'est cette sorte de silence, cette sorte de caution que le gouvernement est en train de donner à certains cadres de la Sotelgui qui auraient participé à faire tomber, à faire écrouler l'entreprise publique. Moi, je suis tout à fait d'accord avec... si tu permets, ce qu'il faut peut-être dénoncer, c'est que le ministre, si vous vous souvenez, le ministre Owe Guilavogui nous avait promis la relance de la Sotelgui depuis le premier trimestre 2013. Nous sommes en 2014 et en avril, jusqu'à présent, rien n'est fait. Et c'est dommage qu'on parle de plan social sans, en tout cas, impliquer les travailleurs de la Sotelgui eux-mêmes, parce que selon les informations que nous avons reçues, les travailleurs eux-mêmes ne sont pas impliqués dans ce plan social et c'est dommage. 10 mois sans salaire, il faut le déplorer. Voilà, Djibril, on va tellement continuer. Nous avons notre invité, notre deuxième invité, c'est bien sûr Emmanuel Tana Bamba, il faut le rappeler, le président de la Ligue 2. Monsieur le Président, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour. Bonjour et je suis très heureux d'être au studio de Espace sur les grands. Alors, vous avez souhaité attirer l'attention sur les violations dont sont victimes ces 5 officiers supérieurs de l'armée guinéenne qui sont en détention depuis plus de 30 mois. Et quel est le sens de votre démarche? Je voudrais encore une fois de plus vous remercier de m'avoir invité. Le sens de notre démarche, c'est que nous avons constaté, la Ligue guinéenne des droits de l'homme et la Fraternité des prisons ont constaté à la suite de leur visite à la maison centrale de Conakry que 5 officiers croupissaient en prison en toute illégalité. Donc, pour nous, on ne peut pas admettre être dans un état de droit et jeter des citoyens en prison dans l'attente indéfinie de leur procès. Et alors, c'est pour cette raison que nous avons saisi Monsieur le ministre des Droits de l'Homme pour attirer son attention et lui demander de bien vouloir agir afin que ces citoyens puissent être rétablis dans leurs droits, à savoir leur mise en liberté immédiate et sans condition. Et vous pensez qu'il dispose de moyens particuliers, le ministre des Droits de l'Homme, pour pouvoir débloquer cette situation, pour pouvoir obtenir leur libération? Et pour nous, oui, parce que le ministère des Droits de l'Homme est là pour recevoir, par exemple, les cas de dénonciation de violation des droits de l'homme qu'on porte à sa connaissance, donc à travers les ONG, et il appartient alors au ministre ou au ministère des droits de l'homme d'agir afin qu'une violation des droits de l'homme qui a été portée à sa connaissance soit en tout cas enterrée, en tout cas qu'on puisse mettre un terme à une telle violation des droits de l'homme. Mais on dit d'entendre la mise en place quand même du tribunal militaire. Du tribunal de justice, oui. Malheureusement, d'après la loi, on reproche à ces 5 officiers des infractions dont les peines sont déjà purgées. Quand vous prenez le général Noucham, on lui reproche d'avoir commis le délit de désertion. Quand vous prenez l'article 547 alinéa 1 du Code pénal guinéen, alors la peine qui est prévue, c'est 4 jours à 2 mois d'emprisonnement. Alors, supposons que ces gens soient déclarés coupables. En tout cas, en ce qui concerne le général Noucham, on n'est plus dans un délai de 4 jours à 2 mois.
Donc depuis août 2011 jusqu'à nos jours, il y a plus de 30 mois. Donc pour nous, c'est une détention absolument illégale et on ne peut pas dire qu'on doit attendre indéfiniment jusqu'à ce que le tribunal militaire soit mis en place. Et je note encore une défaillance, c'est que ceux-là qu'on a nommés pour animer ce tribunal militaire n'ont pas le grade qui puisse leur permettre de juger le général Noutchab. Une raison de plus pour qu'on puisse mettre en liberté ces officiers. Est-ce qu'il faudra s'attendre simplement, se limiter simplement à une libération parce qu'ils ont passé plus de temps qu'il n'en faut? Au cas où on les libérait, ils auront besoin d'être dédommagés peut-être? Absolument. Nous avons fait une communication sur RFI où nous avons dénoncé d'abord cette détention illégale et dans un second temps, nous allons initier une procédure contre les auteurs qui ont détenu illégalement ces 5 officiers jusqu'à ce qu'ils soient rétablis dans leurs droits par leur indemnisation. Représente-t-il un danger pour la sûreté nationale? Pourquoi est-ce qu'on les maintiendrait jusqu'à présent dans les cachots du désespoir? Pour nous, c'est une injustice parce qu'on ne peut pas craindre simplement que nous, Ndiam est un danger. En quoi il est un danger? Alors nous sommes dans une république, il y a des lois. Un citoyen ne peut pas vraiment se permettre de faire du n'importe quoi. Nous sommes dans un état de droit, donc on ne peut pas craindre ces jeunes ou ces 5 officiers tout simplement parce qu'ils constitueraient un danger. D'ailleurs, c'est la première fois que j'apprends auprès de vous cette information. Donc, il faut qu'on mette en liberté ces 5 officiers parce que leur détention est illégale. Allez, dernière question. Alors, est-ce que cette situation ne révèle pas en quelque sorte le dysfonctionnement de la justice guinéenne? Absolument, parce que, tenez-vous bien, quand nous avons saisi monsieur le ministre des droits de l'homme, nous avons presque fait un sondage du dernier juge au premier. Et tout ceci nous ont confirmé que la détention est effectivement illégale. Mais personne pour prendre une responsabilité de mettre en liberté ces 5 officiers. Donc, je suis d'accord avec vous que c'est un cas de dysfonctionnement notoire de notre appareil judiciaire. Toute dernière question. Et depuis que vous avez adressé un courrier aux autorités publiques, plus particulièrement au ministre des droits de l'homme, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que vous avez de l'espoir que les choses changeront avec votre démarche? Absolument.